La contestation des Gilets jaunes se poursuit, avec encore de nombreux points de rassemblement en France. Le week-end prochain devrait voir une nouvelle vague de mobilisation massive. Pendant ce temps, politiques et syndicats sont toujours mis de côté. Le gouvernement, lui, fait la sourde oreille. Tremblement de terre dans l'industrie automobile. Lundi, le patron de Renault, Carlos Ghosn, a été arrêté au Japon pour des soupçons de fraude fiscale. Des accusations qui plongent l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dans une zone de turbulence. Madame, monsieur, bonsoir. 4 jours après la mobilisation du 17 novembre, les Gilets jaunes poursuivent leurs actions un peu partout en France. 2 mots d'ordre organisent le mouvement, autonomie et spontanéité. C'est parti pour durer. Les Gilets jaunes n'ont pas l'intention de se dévêtir de sitôt. Alors que de très nombreux points de rassemblement sont en place depuis samedi, les actions se multiplient en attendant l'acte 2 prévu pour samedi prochain, le 24 novembre. Comme depuis le début du mouvement, c'est avant tout la province qui poursuit la mobilisation la plus intense. Dans le sud de la France, les abords de l'autoroute A7 ont été rythmés par différents barrages filtrants et autres opérations escargots. En Haute-Garonne, à l'Espinasse, le dépôt pétrolier était encore bloqué ce mardi matin. De même que sur certaines plateformes d'approvisionnement dans l'ouest de Toulouse. En Seine-et-Marne, la raffinerie de Grand Puy était aussi à l'arrêt ce matin. La Bretagne n'était pas non plus en reste avec une mobilisation près de Rennes sur un autre dépôt pétrolier. Les Gilets jaunes ont toutefois été délogés par les CRS à 6h45. Des actions spontanées, diverses et variées sont donc organisées un peu partout. Lundi, des Gilets jaunes vendéens étaient réunis pour bloquer le centre des impôts de Challans. Le Trésor public accuse également le coup à Alès, dans le Gard, à Grenoble et à Belfort. Des actions symboliques pour des Français qui manifestent leur ras-le-bol fiscal. Dans la même veine, un nombre record de radars automatiques a visiblement reçu de la visite depuis samedi, de quoi engranger aussi une véritable perte de recettes pour l'État. Un manque à gagner dont l'exécutif évite soigneusement de parler pour le moment. Le mouvement est donc bien loin de faiblir. L'annonce d'un nouveau rassemblement le 24 à Paris a en effet de quoi inquiéter le gouvernement. Pour autant, le rendez-vous lancé place de la Concorde pourrait finalement faire plus de mal que de bien. En effet, comme de nombreux commentateurs l'ont souligné, la révolte des Gilets jaunes a tout à voir avec la France périphérique, frappée de plein fouet par les hausses de carburant. Par ailleurs, de plus en plus de catégories socio-professionnelles se rapprochent du mouvement. Les pêcheurs et les agriculteurs ont notamment rejoint les points de blocage aux abords de Bayeux en Normandie. Ils ont déclaré se sentir solidaires du malaise de la ruralité. En revanche, les routiers et ambulanciers semblent réticents. Pour eux, les revendications sont trop différentes. Quoi qu'il en soit, la faille du mouvement en termes d'organisation et d'unité peut aussi constituer un véritable avantage pour peser face au pouvoir, bien impuissant devant cette mobilisation disparate. Un mouvement disparate qui complique la riposte et une ténacité qui finissent par inquiéter le gouvernement. Face à la promesse d'une poursuite de la mobilisation, l'exécutif sort l'artillerie lourde, pas de geste, mais une vaste opération de propagande pour discréditer les Gilets jaunes. Chiffres, dénonciations de violences et envoi des forces de l'ordre, tout est bon pour discréditer les Gilets jaunes. Depuis le début de la semaine, le gouvernement et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner en tête, voient rouge. Première étape de la manœuvre, les chiffres. Alors que la participation officielle de samedi a été estimée à 283 000 personnes, de plus en plus de voix s'élèvent pour démentir un chiffre largement sous-estimé. Pour autant, le gouvernement mise sur la quasi-impossibilité d'évaluer avec certitude le nombre de gilets jaunes mobilisés au vu de l'éclatement sur le territoire et d'une fréquentation inégale selon les zones. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs rapidement crié au scandale sur les réseaux sociaux. Des accusations de racisme ont également été dénoncées après qu'un individu a prétendument insulté un autre dans une zone de blocage. Un incident suffisant pour faire des gilets jaunes des horribles racistes xénophobes rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. À croire qu'il fallait à tout prix discréditer ce mouvement, il est vrai composé essentiellement de Français d'origine, maintes fois insultés par Emmanuel Macron. Par ailleurs, alors que la très grande majorité des rassemblements de gilets jaunes se fait dans le calme, le patron de la place Beauvau attise les peurs. Le gouvernement a notamment tenté de focaliser l'attention sur le drame survenu samedi sur un point de blocage en Savoie à Pont-de-Beauvoisin, oubliant que la sécurité était toujours une prérogative de l'État. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, n'a pas manqué de dénoncer une instrumentalisation. Une femme est décédée en Isère. Mais de grâce, évitons l'instrumentalisation. Les déclarations du ministre de l'Intérieur, M. Castaner,
sont absolument écœurantes. Pour autant, Christophe Castaner poursuit son entreprise de diabolisation massive en condamnant une dérive totalitaire. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui, pour l'essentiel, était bon enfant samedi. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes et qui vont dans tous les sens. Et donc, on sent bien que la volonté, c'est de bloquer. Donc, il est temps que ça cesse, c'est ça que vous êtes venu vous dire ce matin ? Radicalisation, revendication incohérente, le ministre de l'Intérieur est allé jusqu'à déclarer que les Gilets jaunes affaiblissaient le pays face au terrorisme. La réalité est que la mobilisation semble très difficile à contenir pour le gouvernement et les diverses déclarations de l'exécutif sur la nécessité de garder le cap poussent encore davantage les gens dans la rue. Pendant ce temps, le mouvement tend à s'organiser, toujours à l'abri des partis politiques ou autres syndicats. L'angle se concentre autour du consentement à l'impôt. Un consentement remis en cause du fait de l'utilisation contestable de l'argent public par l'État. Une utilisation d'autant plus contestable que, malgré le prétendu impératif environnemental justifiant l'explosion des prix des carburants, le gouvernement a décidé de transférer 577 millions d'euros du budget de l'écologie vers le budget général dans son projet de loi de finances rectificative de 2018, examiné hier lundi par le Sénat. Et également dans l'actualité, un tsunami pour Carlos Ghosn, arrêté lundi au Japon. Le PDG de Renault-Nissan est soupçonné d'avoir dissimulé une partie de ses salaires au fisc, une sortie de route qui pourrait coûter très cher aux constructeurs et à ses partenaires. Thibaut Bastide. De tout-puissant à paria, il n'y a qu'un pas. Considéré comme l'un des plus grands patrons d'industrie au monde, Carlos Ghosn a connu une chute brutale. Lundi, le PDG de Renault a été arrêté à Tokyo après des soupçons de malversation. Selon une enquête interne de Nissan, le dirigeant franco-libano-brésilien aurait sous-évalué sa rémunération de 5 milliards de yens, soit plus de 38 millions d'euros depuis 2011, alors qu'il aurait perçu près de 78 millions d'euros. Le calcul est simple, Carlos Ghosn aurait ainsi dissimulé près de la moitié de ses revenus. Une véritable descente aux enfers pour celui qui était jusqu'à présent perçu comme le sauveur de Nissan et Mitsubishi. En effet, arrivé à Tokyo au printemps 1999 pour redresser Nissan, Carlos Ghosn a réussi à transformer un groupe en pleine débâcle en une société très rentable, au chiffre d'affaires annuel de près de 100 milliards d'euros, érigeant par la même occasion un empire qui revendique le titre de premier ensemble automobile mondial. L'arrestation du PDG de Renault, qui dirige en outre les conseils d'administration de Nissan et Mitsubishi Motors, a été vécu comme un véritable tremblement de terre. D'ailleurs, après cette annonce, les réactions et les défections se sont enchaînées, à commencer par celle du directeur général de Nissan, Hiroko Saikawa, qui a dénoncé la concentration de pouvoir de Carlos Ghosn, abandonnant la prudence habituellement adoptée en pareil cas et sans même attendre les conclusions de l'enquête. Nissan a annoncé la tenue d'un conseil d'administration dès jeudi pour démettre Carlos Ghosn de son poste de président de cette instance, alors que sa culpabilité n'est pas prouvée. Même son de cloche du côté de Mitsubishi sans que la date n'ait été dévoilée. Ces décisions plongent l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en plein doute. À la Bourse de Paris, le titre de Renault s'est effondré de plus de 12% et l'action du constructeur d'automobiles japonais Nissan a chuté également de plus de 6% ce mardi matin à la Bourse de Tokyo. De quoi inquiéter en premier lieu l'État français, actionnaire majoritaire de Renault. D'ailleurs, Emmanuel Macron et le ministre de l'économie Bruno Le Maire ont immédiatement réagi, évoquant un seul mot d'ordre, assurer la stabilité du groupe. L'État, en tant qu'actionnaire, sera extrêmement vigilant à la stabilité de l'Alliance et au groupe. Et avec celui-ci, évidemment, à la stabilité nécessaire pour l'ensemble des salariés du groupe, auquel je veux ici dire que l'État actionnaire assurera justement tout son soutien. Il ne nous appartient pas de commenter une procédure judiciaire qui est en cours. En revanche, comme actionnaire de référence de Renault, notre première préoccupation, c'est la stabilité de Renault et la consolidation de l'alliance entre Renault et Nissan, qui est, je le rappelle, le premier constructeur mondial. Ainsi, il s'agit avant tout de sauver le soldat Renault. Cependant, ce ne sera pas une mince affaire car l'équation est complexe. Renault détient 43% de Nissan, qui possède 15% du groupe aux losanges, tandis que Nissan possède 34% de son compatriote Mitsubishi Motors. Vous l'aurez compris, si le départ de Carlos Ghosn est voté dans les jours à venir, l'alliance pourrait tout simplement voler en éclats. Une idée loin de déplaire au directeur général de Nissan, selon certains analystes du secteur qui évoquent un coup d'État du groupe japonais à l'encontre de son sauveur afin
afin d'éviter une alliance encore plus poussée avec le constructeur français. Pour Alain Juillet, ancien patron du renseignement à la DGSE, plusieurs aspects de l'affaire sont suspects. Sur un certain nombre de points, cette affaire est très surprenante. D'abord parce que je pense que sur place, le salaire et les rémunérations de M. Ghosn étaient parfaitement connus. Ils sont publiés comme c'est une société qui est une société à part action, en plus japonaise. Donc les rémunérations des patrons sont connues, comme en France. Donc je vois mal comment pendant des années le fisc ne s'est pas rendu compte que M. Ghosn n'aurait pas déclaré une partie de ses revenus, ou une partie importante d'après ce qu'il dit. Donc là on a si vous voulez, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est est-ce qu'en réalité il n'est pas victime d'une cabale qui a été montée à l'intérieur de Nissan pour le faire partir. La troisième, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que le groupe Nissan, Renault, Mitsubishi, comme vous savez, la filiale française Renault va moins bien que la filiale Nissan. Mitsubishi, elle, est en redressement. On peut aussi se poser la question, en tout cas il faut se la poser, si ce dossier n'a pas été envoyé au fisc japonais par un des très gros concurrents mondiaux qui a envie de déstabiliser l'ensemble et pourquoi pas de remplacer Renault dans une alliance avec les Japonais. Ce n'est pas exclu non plus. Alors c'est pour ça qu'on peut se poser aussi des questions. Est-ce que c'est pas une tentative de concurrents qui veulent déstabiliser l'ensemble à leur profit, soit en affaiblissant Renault, soit en faisant exploser cette alliance, qui est évidemment une alliance très importante, et ensuite pour essayer de trouver leur propre chemin, y compris par des alliances avec les Japonais. Des interrogations loin d'être anodines. En effet, ces pratiques sont assez courantes lorsqu'il est question de multinationales et à chaque fois, elles ont rencontré un franc succès. Et Anne Hidalgo poursuit sa descente aux enfers alors que le maire socialiste est déjà très critiqué. Une note confidentielle de l'ancienne conseillère aux finances, Myriam Metté, ne va pas arranger ses affaires. La dette de la ville atteindrait en effet les 7 milliards d'euros à 1 an et demi des élections municipales de 2020. Thibaut Bastide. La poubelle ville de France en faillite. Une note confidentielle datée du 20 décembre 2017, signée par l'ancienne conseillère chargée du budget, des affaires financières et des marchés publics de la ville de Paris, Myriam Metté, alerte sur l'explosion de la dette parisienne. En effet, depuis l'arrivée aux affaires en 2014 d'Anne Hidalgo, les finances de la capitale glissent dangereusement dans le rouge et l'endettement atteint aujourd'hui les 7 milliards d'euros. Une dette abyssale pourtant pratiquement inexistante sous l'ère Delanoë. Face à la menace de l'augmentation des montants de remboursement de la dette, mais aussi des intérêts qui lui sont liés, Myriam Metté préconise des mesures drastiques pour éviter un effet de ciseaux, à savoir une baisse des recettes avec une augmentation des charges. Selon l'énarque chargé des finances, cette faillite va engendrer une explosion du taux d'emprunt dès 2021, occasionnant une augmentation de 30 ou 50 millions par an la charge des intérêts. Le remboursement de la dette devrait quant à lui passer de 200 millions en 2014 à 300 millions d'euros dès 2021. Face à ce désastre budgétaire, l'explication est toute trouvée, les choix irrationnels du maire de Paris, Anne Hidalgo. En effet, depuis sa prise de pouvoir en 2014, l'édile socialiste enchaîne les mauvaises décisions en dépensant à tour de bras, notamment lorsqu'il s'agit d'accueillir des clandestins. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Myriam Metté tente d'alerter sur la situation. En 2017 déjà, elle évoquait l'incertitude sur les recettes du stationnement, une incertitude qui s'est vérifiée avec la mise en place des sociétés privées chargées du recouvrement comme Striteo. En 2018, au lieu des 330 millions prévus, seuls 230 millions ont été récoltés, et ce, alors que Paris est la ville la plus verbalisée de France. Malgré cette énième tentative ratée de remonter les budgets, pas d'inquiétude du côté de la municipalité. L'hôtel de ville se veut confiant sur sa capacité de remboursement, évoquant le patrimoine de la municipalité ou une possible augmentation des impôts locaux. Des hypothèses pas au goût de Serge Federbusch, président d'Aimé Paris et candidat aux élections municipales de 2020. Confiant sur sa capacité de remboursement, évidemment, c'est celle des contribuables parisiens, d'abord. Deuxièmement, le patrimoine de la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vendre ce qu'ils ont acheté et ce qu'ils ont préempté pour faire du logement clientéliste, pour mettre leurs copains dans des logements. On ne sait pas ce que ça veut dire, hein. Donc ils vont défaire ce qu'ils ont fait. Tout ça est complètement incohérent. Alors, la réalité, c'est une multiplication par 7 qui est véritablement dramatique, avec la poussière cachée partout et le fait qu'après 2020, les exercices budgétaires pour ceux qui vont succéder à Anne Hidalgo seront
seront très difficiles à mettre en œuvre. Et en plus, ensuite évoquer la hausse des impôts, c'est aboutir à accabler encore plus les Parisiens qui sont déjà victimes de la politique de Macron au niveau national et de celle d'Hidalgo et de Delanoë précédemment. Donc tout ça n'a pas de sens, quoi. Ainsi, Anne Hidalgo, qui ne s'est toujours pas clairement positionnée sur sa possible candidature au municipal de 2020, pourrait laisser un cadeau empoisonné à son successeur. Mais avant cela, le vote du prochain budget, qui doit avoir lieu en Conseil de Paris du 10 au 13 décembre prochain, risque d'être particulièrement tendu. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Louis Alliot ne sera pas tête de liste aux européennes. Le député Rassemblement national des Pyrénées-Orientales l'a assuré ce mardi, préférant viser Perpignan lors des municipales de 2020. Le bureau exécutif du RN attend janvier pour révéler le nom du chef de file. Sans surprise, il devrait s'agir d'une personnalité issue du Rassemblement national. Les nouvelles mobilités, pas à la fête. Alors que la ville de Paris a fait de la guerre contre les automobiles son cheval de bataille, il semblerait que la municipalité, dirigée par la socialiste Anne Hidalgo, n'apprécie pas non plus les trottinettes électriques. La mairie a voté, lundi 19 novembre, en faveur de l'enlèvement des trottinettes posées sur les trottoirs. C'est donc un coup d'arrêt pour les entreprises qui se sont lancées dans le business de l'écotransport. La mairie de la capitale envisagerait de créer des parkings spécifiques pour les trottinettes. Les usagers, eux, se verront verbaliser s'ils utilisent ces précieux bolides sur les trottoirs. Dure la transition écologique. Il y a des classements dont on se passerait bien. Ce mardi, l'association Génération Future a remis les Glyph Awards, une récompense ironique décernée au département où l'on achète le plus de glyphosate. Le grand gagnant 2018 est le Vaucluse, suivi par la Réunion, la Martinique, la Gironde et l'Aube. En guise de prix, les chambres départementales d'agriculture recevront un faux bidon avec la mention premier prix. En 2017, quelques 8800 tonnes de glyphosate ont été vendues en France. Facebook s'immisce dans votre foyer. Le géant américain des réseaux sociaux a déposé un brevet en 2017 rendu public le 15 novembre dernier et qui permet à la firme de savoir avec qui vous partagez votre vie. Les technologies protégées se baseraient sur vos photos postées sur Instagram et Facebook ainsi que sur des informations partagées par les utilisateurs avec le réseau social. S'il ne s'agit pour le moment que d'un projet, Facebook ne devrait pas prendre trop de temps à mettre en œuvre ce procédé pour le moins intrusif. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, le journaliste Jean-Claude Rollina nous présente son dernier ouvrage, La bombe africaine et ses fragmentations. Les gens qui naissent en France, selon la loi, c'est la loi, le droit du sol, évidemment, ils ont la nationalité française. Et donc, cette surpopulation africaine et ce trop-plein, cette expansion qui se dirige vers les côtes de la Méditerranée, aujourd'hui c'est l'Espagne qui est touchée, hier c'était l'Italie, avant-hier c'était la Grèce, et si nous ne maîtrisons pas ces flux migratoires, si nous ne réussissons pas à fixer les populations africaines sur place, je rappelle simplement évidemment qu'il y a eu le plan Borloo qui a été esquissé, c'est-à-dire l'électrification de l'Afrique, mais il n'y a pas que l'électrification, il y a le problème de l'eau. Et puis ensuite, il y a aussi la révolution des mentalités chez les femmes, pour que ces femmes, enfin, aient la maîtrise de la natalité. Alors là aussi, nous nous confrontons à un problème, parce que il y a une religion importante qui touche à peu près la moitié du continent africain, à savoir l'islam, et qui, elle, évidemment, n'est pas pour freiner, si vous voulez, l'expansion démographique. Et ce soir, c'est mardi, c'est le jour de l'histoire. Découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Justement, Christopher Ladd nous parle d'Augustin Trébuchon, le dernier mort de la Grande Guerre. Le 11 novembre 1918, à 11h précise, le cessez-le-feu est déclaré sur le front alors que l'Allemagne s'apprête à signer l'armistice. 5 minutes plus tôt, un jeune Lozérien, le soldat de première classe Augustin Trébuchon, était tué d'une balle dans la tête alors qu'il remplissait une ultime mission de liaison. Alors que nous avons fêté il y a une semaine le bicentenaire de la signature de l'armistice, le 11 novembre 1918, il m'a semblé pertinent d'en parler puisque Augustin Trébuchon n'est autre, enfin il est considéré comme le dernier mort français de la Grande Guerre. Voici son histoire. Et puis vous retrouverez également Passé Présent. Anne Sicard et Philippe Conrad évoquent le rôle de Philippe Pétain pendant la Première Guerre mondiale qui a tant fait parler pendant les commémorations. Jean-Yves Le Gallou présente ensuite son ouvrage européen d'abord, essai sur la préférence
de civilisation. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Hier, je vous ai parlé d'un personnage que j'aimais beaucoup, qui est mort maintenant et qui s'appelait Hilaire, mais à propos duquel j'ai pas tout dit. J'ai raconté qu'il avait été, comme les 3/4 des jeunes hommes de chez nous pendant la guerre, envoyés en Allemagne pour servir de main-d'œuvre dans les fermes pendant que les agriculteurs allemands, eux, étaient sur le front russe. Ce type n'avait pas une passion pour les Allemands, on comprend. Hein. Il disait « j'ai vu des choses horribles, pour moi un Allemand reste un Allemand », etc. Or le hasard, que cette fois on va appeler Providence, a fait une chose curieuse et elle lui a mis justement un Allemand entre les pattes ici au village dans les années 80. Alors vous avez pensé c'était un touriste et là on aurait compris à la rigueur qu'ils lui disent pourquoi tu restes pas chez toi, mais non, figurez-vous, c'était un jeune immigré allemand de 10 ans qui était venu presque au berceau avec sa mère, dépressive, droguée, et qui avait atterri chez l'une de ses amies 68ardes, du coup élevé en français, ce gamin, au milieu des années Mitterrand. Il allait à l'école, il n'avait pas d'argent, pas de famille, ou presque pas. Quand il traînait au village, c'était pour coller les gens, c'est-à-dire qu'il se pointait chez vous à 10h du matin pour vous poser des tas de questions. Et parmi les gens qui collaient, il y avait justement le vieil Hilaire, qui ressemblait à Henri IV, barbe blanche, pointue, et qui jouait aux boules quand il ne bricolait pas une vieille mobilette qui portait un cajot derrière. Eh bien, le jeune Allemand qui s'appelait Kurt, Hilaire, lui, l'appelait le Boche, ce qui choquait beaucoup les gens de passage, mais quand par hasard une Parisienne trouvait ça inadmissible, le petit Kurt disait « non, moi ça m'est égal, et je suis quand même le premier concerné. Hilaire m'appelle comme il veut. » Et en plus, qu'est-ce que tu dis, Hilaire ? Il me dit, disait le jeune Allemand, qu'il vous emmerde. Ne l'écoutez pas, disait Hilaire, qui était très timide, j'ai jamais dit ça. Ensuite, le petit Kurt est devenu un grand Kurt, genre 1m80 à 14 ans, au boule où il se tutoyait malgré les 50 années qui les séparaient, il faisait équipe, il gagnait tout. À une époque, Kurt ne fichait rien à l'école et on a demandé à Hilaire si, avec l'ascendant qu'il avait sur lui, il pourrait pas raisonner ce gosse pour qu'il fasse un effort. Alors là, Hilaire a dit, crois-moi, il est allemand jusqu'au bout des ongles. Et la raison pour laquelle il faut rien à l'école, c'est qu'il est trop fort. Il trouve que ses professeurs sont complètement nuls. Ça, c'était la France des années Mitterrand. Il était au collège, au CES d'en bas, je veux dire de la ville voisine, où toute la semaine, il habitait chez une amie de sa mère, il ne remontait qu'avec elle et pour les vacances. Et il était donc confronté au pire environnement scolaire qu'on pouvait imaginer. C'était l'époque des Kevin et des Kevinettes, vous savez, cette petite queue de rat que tous les gosses mal élevés avaient dans le cou. Et en effet, le niveau de l'enseignement était absolument lamentable en ces années-là. Mais la réaction générale était, comment peut-il juger que ses profs sont nuls, il a 14 ans ? Eh ben déjà, il jugeait qu'ils n'avaient aucun caractère, aucune autorité. Il ne les supportait pas parce qu'ils étaient copains-copains, disait-il. Mais il ne les supportait pas non plus à cause de leur niveau, notamment la prof de mathématiques. Car Kurt était en plus un authentique surdoué en maths. Il a déplacé 2 psychologues scolaires. Il venait chez moi lire des livres sans arrêt. Et l'un d'eux m'a téléphoné pour me dire « il vous cite comme référent intellectuel parce que son environnement est assez limité, donc il faut lui rendre confiance en lui-même. » J'allais pas lui dire, il est tellement confiant en lui-même qu'il dit que ses professeurs sont tous des brels et des blaireaux. J'ai accepté de le stimuler. Donc il est venu m'emprunter de plus en plus de livres. Et là, le vieil Hilaire m'a dit « tu vois, ce gosse, il a été élevé dans le pire milieu. Sa mère se droguait. Il a grandi parmi les hippies du Languedoc. Mais ça reste un Allemand. Il a appris l'anglais tout seul à 15 ans, il voulait que je parle allemand avec lui. Il est très fort pour le calcul mental. Je lui ai dit, mais toi, ça te fait rien avec tout ce que tu as vécu. C'est moi qui disais ça à Hilaire. Il m'a répondu, moi, j'aime toujours pas les Allemands, mais je n'aime pas les chevaux non plus, et pourtant j'en ai un. Il m'a dit aussi, ça sert à rien de dire tout le monde est pareil, parce que c'est pas vrai. Si les gens se détestent, c'est parce qu'on les met dans le même sac alors qu'ils sont tous différents. Par exemple, Kurt ne peut pas blairer les autres enfants à l'école parce qu'on leur répète qu'ils sont tous pareils. On leur parle de l'amitié entre les peuples, de l'Europe, tout ça, alors que lui sait très bien qu'il n'est pas pareil aux autres. Du coup, il se sent supérieur et il l'est. Donc il supporte pas qu'on lui dise qu'il est l'égal des gosses d'ici, il calcule 100 fois plus vite, il joue de la guitare comme personne, il fume jamais de joint et il veut réussir dans la vie. Bon, alors là, je reprends la parole et
la brèche parce que la dernière fois que j'ai vu Kurt, c'était à l'enterrement d'Hiller, le malheureux, et il était, Kurt, avec son vrai père allemand qui m'a dit, vous savez, je n'ai pas abandonné cet enfant, on me l'a volé. Je suis content de vous connaître. Il m'a dit que vous l'aviez aidé. Et l'enfant, à l'époque, donc, avait 20 ans. Il habitait dans le nord de l'Allemagne. Il était ingénieur aéronautique, pianiste de génie. Il avait tenu à traverser l'Europe pour venir enterrer ce vieil Hiller qu'il avait toujours appelé le Boche. Il n'a voulu revoir aucun des amis de son âge. Et récemment, je l'ai eu encore au téléphone. Il a dépassé 30 ans maintenant. Il m'a dit, je suis en Inde pour ma société. Et il a ricané sur Merkel en disant, votre Macron ne vaut pas mieux. Moi, m'a-t-il dit, je préfère l'Europe des Boches à celle des Starbucks Café, qu'on se le dise. Ben, c'est dit. Et si vous voulez entendre ce genre de vérité plus souvent, abonnez-vous à Campagnol TVL sur YouTube. Vous recevrez le sujet du jour dans votre boîte. Merci.